salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathias. Salut Mathias. Salut. Aujourd'hui, avec Mathias, on va vous parler de tout ce qui est fatigue, lié au sport notamment. Oui, Et justement, avant de commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que déjà Mathias, tu pourrais te présenter s'il te plaît? ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathias, je suis préparateur physique, je suis formateur en ligne. Donc, je coach et je m'entraîne et je forme les coachs à comprendre un petit peu mieux comment on utilise la littérature scientifique dans le cadre des sciences du sport ou dans le cadre de leur coaching directement. Hmm. Donc, mon domaine de compétence est essentiellement là. Et je viens d'un master STAPS, ni plus ni moins, et j'ai eu la chance d'intégrer plutôt les laboratoires de recherche. Et donc j'ai une certaine forme d'appétence pour les sciences du sport quand même. Ouais. Ok. Et justement, aujourd'hui, vu que toi, de toute façon, tu tournes tout le temps autour du sport en général, tu vas nous parler justement de fatigue. Et Mhm. la fatigue, c'est un mot qu'on utilise tous dans la vie courante, mais concernant vraiment le sport notamment, après on va en parler plus, mais est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que vraiment la fatigue en fait? Ouais, bien sûr. Donc ouais, comme tu l'as dit, on n'utilise pas le mot fatigue dans le cadre courant, donc dans le cadre quotidien de la vie de tous les jours, de la même façon que l'on utilise le mot fatigue dans le cadre des sciences du sport. Dans le Mm. cadre des sciences du sport, si je dois te lire une définition qui a été donnée en 2016 par deux chercheurs, un chercheur qui s'appelle Roger Enoka et un autre qui s'appelle Jacques Duchâteau, qui est belge, ils la décrivent de la manière suivante. La fatigue dénote une réduction des fonctions physiques et cognitives à partir d'un exercice entraînant une altération des performances motrices jusqu'aux sensations d'épuisement et de faiblesse accompagnées de certaines conditions cliniques. Donc Ok. cette définition de la fatigue par Roger Enoka et Jacques Duchâteau, elle est assez large, mais c'est pas un mal parce qu'en réalité, le mot fatigue, il est large en tant que tel. Les phénomènes qui composent la fatigue sont larges. Et ça va de la description d'un individu au cours d'un effort par sa perception de l'effort, justement, qui a tendance à augmenter, ce qui peut Mm. donner ce qu'on appellera un état psychologique. Et d'autre part, on peut observer une diminution de la production de force maximale, on peut observer une diminution des capacités de maintien d'un effort au cours du temps, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a plein de marqueurs qui peuvent nous aider à définir ce qu'est la fatigue. Donc globalement, ouais, la définition de Roger Enoka et de Jacques Duchâteau, elle est large, mais pour le moment, c'est à peu près la meilleure dont on dispose pour définir ce qu'est la fatigue au sens général du terme et celle qu'on peut retrouver à peu près tout le temps dans le cadre de la performance sportive. Ok. Donc ouais, je pense que de toute façon la définition parle pas mal aux gens et même si elle est large, on arrive quand même à un peu retrouver souvent ce Mhm. qu'on sous-entend par la fatigue dans certains sens. Ouais. Et justement, cette fatigue-là, et notamment parce que là, on est vraiment dans le cadre du sport, quelles sont les origines possibles de la fatigue? Dans les deux chercheurs que je citais juste avant, ils proposent une taxonomie en 2016 qui est assez intéressante parce elle tente de distinguer plusieurs pôles qui dialoguent hein, bien sûr entre eux. C'est jamais qu'une seule origine. Il y a toujours plusieurs origines Hmm. dans le cadre de la fatigue. Comme je le disais, la fatigue, c'est un gros mot. C'est un gros mot dans le sens, il est large, il englobe plein de choses. Et il y a deux sous-familles que Jacques Duchâteau et Roger Denoca distinguent. C'est d'une part ce qu'on appelle la fatigabilité perçue par l'individu lui-même, et d'autre part ce qu'on appelle la fatigabilité des performances. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, entre autres, par des données objectives, et Ok. notamment des données physiologiques. Si je prends le cadre de la fatigabilité des performances, alors on va distinguer deux choses qui sont généralement employées de toute façon dans le cadre des entraînements par les individus qui s'entraînent. On a le nerveux et le musculaire. Hmm. En réalité, dans le cadre de la fatigabilité des performances et dans un cadre scientifique, nerveux et musculaire, ce ne sont pas vraiment des mots que l'on emploie. On emploie plutôt une fatigue dite centrale et une fatigue dite périphérique. Le périphérique correspond à ce que nous, on entend généralement par musculaire et central par le système nerveux. D'accord. Et dans ce cas-là, il y a tout un tas de phénomènes qui rentrent en interaction. Si on prend le périphérique, on va parler de phénomènes calciques, où on a une diminution de la sensibilité au calcium, et le calcium était responsable, entre autres bien entendu, de la contraction musculaire. Hmm.
Il y a une difficulté à recapturer ce calcium par certains organes ou petits organes au sein de la cellule que l'on appelle un réticulum sarcoplasmique. Donc bref, il y a plein de choses comme ça. Globalement, ce qui est atteint, c'est la fonction contractile, c'est-à-dire la capacité des fibres musculaires à se contracter et donc à produire une force ou à produire suffisamment de force pour maintenir un effort au cours du temps. Ok. Donc ça, c'est le périphérique. Et puis au niveau du central, on se retrouve vraiment avec tout un tas de processus, par exemple des diminutions d'activation, ce qu'on appelle volontaire, c'est-à-dire la diminution la diminution de la capacité d'envoi du potentiel d'action le long du tractus corticospinal pour arriver au muscle, et donc faire en sorte que le potentiel d'action arrive à la fibre musculaire et qu'elle puisse se contracter. Donc il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce phénomène. Ce sont des phénomènes assez complexes et qu'en réalité, on ne comprend pas si bien que ça à l'heure actuelle. D'accord. Donc ça, c'est le nerveux, donc entre guillemets le central, donc plutôt le central, et le périphérique, donc entre guillemets le musculaire, c'est la fatigabilité des performances. Et puis à côté, tu as la fatigabilité perçue. Et cette fatigabilité perçue, on peut la distinguer à nouveau en deux pôles, soit l'homéostasie, qui va considérer essentiellement les réserves énergétiques, la température, l'hydratation, ce genre de Ok. choses, l'oxygénation par exemple, donc le traitement de l'oxygène au niveau périphérique, au niveau des tissus périphériques, donc avec la saturation ou la désaturation en oxygène, entre autres. Et d'autre part, on peut se retrouver avec des états psychologiques. Et ces états psychologiques, on va parler d'état d'éveil, on va parler d'attente, de motivation, de douleur. En général, quand la douleur augmente, on a une tendance à avoir notre fatigue, ou en tout cas les temps de maintien jusqu'à l'échec, par exemple, Ouais. notamment isométrique, diminuer. Donc voilà, tous ces paramètres, ça peut être des origines euh, qui peuvent expliquer le mot fatigue au sens général du terme. À noter que ces origines sont, bien que toutes impliquées Hmm. dans n'importe quel type d'effort, ne seront pas forcément impliquées dans les mêmes proportions en fonction des efforts. Et donc, on peut se retrouver avec, en général, et je vais faire une forme de caricature, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais si je dois simplifier et caricaturer, quand l'effort est court et intense, donc se rapproche des capacités de production de force maximale de l'individu ou des capacités de contraction en termes de vitesse de contraction maximale de l'individu sur des temps relativement courts, donc 30 à 60 secondes au grand maximum, quelque Ok. chose comme ça, Ouais. on se retrouve essentiellement avec des implications qui sont périphériques, contrairement à l'idée reçue qu'on entend bien souvent. Les entraînements de musculation, par exemple, qui impliquent directement des hauts pourcentages de force maximale Hmm. la plupart du temps, sont des efforts qui sont caractérisés par une fatigue essentiellement périphérique et un peu moins, voire parfois pas du tout, au niveau central. Donc la plupart du temps, on a une idée reçue en disant que quand on se sent fatigué en musculation, c'est parce que c'est nerveux. Ouais. En fait, les données expérimentales nous disent absolument tout le contraire. Les marqueurs que l'on utilise de ce qui relève du nerveux ne sont généralement pas du tout les plus majoritaires, ou en tout cas les plus importantes. C'est essentiellement périphérique. Et puis, en se dirigeant vers des efforts qui sont de plus grande durée, avec des intensités un peu moindres, alors la place du périphérique a une tendance assez forte à diminuer, voire carrément à être la moitié en fonction des certains marqueurs que l'on peut observer. Mais la place centrale, elle, a tendance à augmenter. Ok. Donc le périphérique diminue, le central augmente, et donc ça va à l'inverse de nos idées reçues, en tout cas selon les données expérimentales dont on dispose, et d'exercices du terrain et des compétitions sportives comme des exercices de laboratoire. Les deux coïncident la plupart du temps. Et donc, si les efforts sont longs à relativement faible intensité ou à intensité modérée, la fatigue sera plutôt dite entre guillemets globale avec l'implication de très nombreux facteurs, dont le central qui est assez important et le périphérique, mais un peu moins important pour le périphérique. Et au contraire, un effort très intense de courte durée, plutôt périphérique et parfois pas du tout central, mais bien souvent avec un tout petit peu de central quand même. Donc globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer l'origine selon les types d'efforts. Ok, bah, c'est intéressant parce que là justement tu as parlé du fait que, bah, tu vois, par exemple tu as parlé de la musculation où on dit que la fatigue souvent elle est nerveuse Oui. et je trouve que c'est quelque chose qu'on entend encore plus
bah, dans une discipline qui est très proche, mais dans tout ce qui est powerlifting, vraiment les Oui. sports de force, où on dit souvent que ouais, quand on est entre par exemple une et quatre répétitions, on se crame nerveusement et tout. Donc Ouais. c'est vrai que c'est intéressant que tu aies parlé de ça, parce que Alors, ça... je pense savoir d'où ça vient. En revanche, je Ok. m'excuse de te couper. Je pense Ouais, vas-y, savoir d'où vas-y, ça non vient. mais vas-y. Euh, En général, quand on regarde les adaptations à l'entraînement, euh, à la suite d'un entraînement de force, donc dans le lourd, c'est-à-dire la plupart du temps, on considère que le lourd, c'est au-dessus de 80% de 1 RM pour Hmm. donner une sorte de seuil relativement arbitraire. À partir de là, on observe, en tout cas dans les premiers temps des entraînements, des adaptations essentiellement nerveuses. Donc la majorité du temps, pour simplifier les choses, on a une diminution des inhibitions au niveau cortical, donc au niveau cérébral si on préfère, au niveau du cervelet, mais également au niveau de la moelle épinière. Donc il y a tout un tas de processus qui augmentent les adaptations dites nerveuses. Et donc je comprends qu'on puisse dire ça. D'une certaine façon, les adaptations sont nerveuses. Par contre, quand on mesure les phénomènes de fatigue, qui prennent en compte d'autres types de marqueurs, on a plutôt tendance à relever que la fatigue est essentiellement périphérique. Essentiellement, ça ne veut pas dire exclusivement. Ouais. Il y a également du central, mais la part centrale est bien souvent un petit peu moindre par rapport à celle qu'on peut mesurer dans le cadre périphérique et donc entre guillemets musculaire. Donc là, on va parler de phénomènes calciques, de propagation du potentiel d'action au niveau de la membrane musculaire, etc. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et justement, vu que là, tu as parlé déjà de la différence entre, pour un petit peu vulgariser, mais pour qu'on comprenne, entre les efforts courts et les efforts longs, comme tu as dit, donc Mhm. périphérique et central, est-ce que, bah, du coup, parce que là, entre les différents sports, tu vois, imaginons, et souvent, bah, quand on parle d'un sport, on catégorise soit en effort long, soit en effort court. Enfin, Oui. et justement, entre ces différents sports, en dehors des deux origines donc, dont tu as parlé, c'est-à-dire périphérique et centrale, est-ce que, donc, ce que tu avais dit, c'était les deux autres, on va dire, sous-catégories, c'était homéostasie Oui. et puis psychologique, si je ne me trompe pas, que Oui, tu avais état nommé. psychologique, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Est-ce Mm. que ces deux autres origines-là, elles, on va dire, elles diffèrent significativement entre un effort, enfin un sport où on fait un effort court et un sport où on fait un Mm. effort long, ou pas, selon Alors, toi? c'est très difficile de répondre à la question pour une raison qui est assez simple, c'est que ça dépend du marqueur que l'on regarde. Ok. La majorité du temps, pour obtenir des réponses d'ordre de l'état psychologique ou de l'ordre de l'homéostasie, donc prenons l'homéostasie, on Ouais. a des réserves de glycogène. Et ces réserves de glycogène à la suite d'un entraînement de musculation, donc qui est donc généralement caractérisé par des intensités relativement élevées avec des durées d'effort relativement courtes, Mm. versus un autre type d'effort qui serait de l'endurance, tu vois, type semi-marathon, Ouais. marathon, voire peut-être moins, hein, parfois c'est du 5 à 10 km, ça suffit. C'est suffisamment long pour que l'on puisse mettre ça dans une forme de catégorie euh, type continu un peu long, tu vois, donc pas Mm. des efforts très intenses. Lorsqu'on regarde la diminution du glycogène musculaire ou hépatique, en général, on observe une diminution plus importante pour les efforts qui seraient dits longs en comparaison des efforts qui seraient plus courts. Mm. Mais si on veut encore aller pousser plus loin la réflexion au niveau des réserves de glycogène, la réalité, c'est que si on regarde certains types de fibres, notamment les fibres de type 2X, donc ce sont des types de fibres rapides au sein d'un groupe musculaire, au sein des muscles, alors on se retrouve dans des situations où la musculation diminue très drastiquement ce type de réserve de glycogène pour ce type de fibre. Ok. Donc en fait, il y a une forme de subtilité à avoir, tu vois, par exemple, avec les stocks de glycogène. Donc oui, ça a une tendance à dans une moindre mesure, à diminuer les stocks de glycogène, mais en réalité, cette diminution des stocks de glycogène est assez précise. Mm. Et donc, ça dépend ce qu'on regarde, quoi. Est-ce qu'on regarde global, donc la diminution des stocks de glycogène au total, ou est-ce qu'on regarde précisément sur certains types de fibres? Donc ça, c'est d'une part. Sur l'état psychologique, c'est difficile à dire également. Parce qu'en fait, lors d'un effort long, la sensation de l'effort ou la perception de l'effort par les individus, qui est généralement évalué par un taux de perception de l'effort, donc une RPE, dans ce cadre-là, elle a tendance à augmenter progressivement. Et au fur et à mesure de l'effort, elle a tendance à accéder
notamment proche de l'arrêt de l'effort, elle a Mm. tendance à être très élevée. Et dans le cadre de la musculation, on peut très bien ajuster son effort à la RPE. Ouais. On n'est pas obligé de taper dans le dur tout le temps. Et donc, si demain je te demandais de me jauger ta RPE en musculation alors que tu es proche de l'échec, il y a de fortes chances pour qu'elle soit élevée, voire à l'échec, elle sera très élevée. Et si je te demande de faire un effort très long, elle sera très élevée aussi, mais essentiellement à la fin de la performance ou de l'épreuve. Quoique cela dépend aussi du type d'épreuve. Il y a parfois des pics et on peut faire redescendre la RPE et ainsi de suite. Mm. Donc elle peut varier au cours de l'effort. Bref, si on prend le pic de RPE au cours de ces deux types d'efforts, alors de toute façon, dans le cadre des étapes psychologiques, ça va dépendre d'un très très large panel de facteurs. Donc c'est très difficile de dire si on peut vraiment distinguer ce type d'effort sur ces paramètres-là. Non, moi j'aurais tendance à dire pas forcément. Ok. C'est pas des choses qui explosent à première vue. Et de toute façon, ce sont des paramètres qui sont, pour le moment, moins étudiés que les paramètres que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire le Mm. périphérique et le central, du point de vue de la fatigabilité des performances. Donc en fatigabilité perçue, on utilise tout un tas de marqueurs, mais oui, certains sont très clairement distincts, comme l'oxygénation par exemple, ou l'utilisation de l'oxygène en périphérie, mais d'autres ne sont pas si distincts que ça, notamment la perception de l'effort. Ok. Bah non, mais c'est intéressant que tu aies bien précisé. Et puis, encore une fois, de toute façon, quand tu as parlé des origines, même, il faut comprendre que quand on ressent de la fatigue liée au sport, Mm. c'est toujours déjà un mélange de ces quatre facteurs-là. Tout Et, à fait. et en fait, ce qui change, c'est vraiment cette histoire de proportion euh, Mm. entre chaque facteur et que ce soit aussi bien lié au sport qu'on fait, donc notamment tu as distingué sport long et sport court, enfin en termes de durée, Oui, ouais, ouais. et aussi entre du coup l'individu, notamment l'état psychologique qui, je pense, diffère Ouais, pas mal d'un individu à l'autre. ouais, tout à fait, ouais. Là, ensuite, tu vois, même si on prenait par exemple des types d'efforts qui seraient en partie entre les deux, que l'on pourrait dire intermittents. Mm. Donc là, on serait plutôt sur les sports collectifs où en fait il y a un nombre d'actions assez important qui alternent entre les faibles intensités et les hautes intensités. Donc si on Ouais. prend du basket ou du foot, typiquement, il va falloir dribbler, il va falloir tacler dans le cadre du foot, il va falloir tirer, il va falloir sauter, il va falloir changer de direction, etc. Donc Mm. toutes ces actions motrices ont un coût sur la fatigue neuromusculaire, bien entendu. Et dans ce cadre-là, c'est pareil, on a plutôt tendance sur ce type d'effort à observer une fatigue, si je reste dans le cas de la fatigue des performances, plutôt périphérique et un peu moins centrale. Donc tu Ouais. vois, c'est assez marrant de voir qu'on aurait peut-être une tendance à admettre que le foot est un type d'effort long, endurant, etc., parce que les distances parcourues sont assez élevées, mais c'est pas tout à fait vrai. Les supports, en tout cas les analyses GPS qu'on utilise très largement à l'heure actuelle dans le sport de haut niveau notamment, nous indiquent plutôt que c'est un sport intermittent. Et lorsqu'on se met dans ces situations-là de sport collectif, dans le cadre des mesures de la fatigue, notamment des performances, alors on se retrouve avec une fatigue périphérique un petit peu plus importante que la fatigue dite centrale. Ok. Ah non, mais c'est intéressant. Et justement, là, tu nous as parlé plusieurs fois de facteurs, enfin de marqueurs plutôt. Oui, ouais. Donc de marqueurs de fatigue. Et du coup, parce que là tu nous en as cité quelques-uns, notamment la consommation d'oxygène, si je me trompe pas, On peut que... regarder ça, oui. Et Ouais, est-ce que ouais. tu pourrais nous parler, on va dire, de quels sont, on va dire, les marqueurs les plus utilisés dans le cadre du sport Mm. pour justement mesurer la fatigue, entre autres? Ouais. Ouais, bien sûr. Dans ce cadre-là, il va falloir distinguer les mesures que l'on fait en laboratoire et les mesures que l'on peut faire, nous, en tant que préparateurs physiques, sur le terrain. Ok. Parfois, elles coïncident, hein. Il y a bien entendu des choses que l'on peut faire en commun, mais ce n'est pas forcément le cas. Les mesures qui sont en commun entre ces deux mondes, on va dire ça comme ça, donc ces deux profils de mesures, c'est le 1RM, par exemple, la capacité de production de force maximale Mm. d'un individu. Ça, on peut le faire à la fois dans le laboratoire avec soit des machines spécifiques, soit directement des machines de musculation, ou sur le terrain, à condition que l'on dispose bien entendu du matériel nécessaire. Donc ça, c'est d'une part. Donc le 1RM, la capacité de production de force maximale, c'est une mesure qui est reproductible, on le sait.
Il y a des revues systématiques sur le sujet, qu'on soit sur du sportif de haut niveau ou sur du sportif entraîné ou débutant, c'est reproductible. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous d'utiliser ce type de marqueur, bien que cela soit insuffisant seul, bien entendu. Hmm. À côté de ça, on peut mesurer la puissance, que ce soit dans le cadre du laboratoire ou sur le terrain, pareil. Donc ça, on pourra utiliser dans le cadre du laboratoire, on pourra utiliser les hauteurs de saut, du tendo, des accélérateurs linéaires, on pourra utiliser des plateformes de force, on pourra utiliser tout un tas de choses comme ça qui nous permettent de calculer, via la hauteur de saut notamment, la capacité de génération de puissance maximale de l'individu. Donc, et sur le terrain, pareil, on peut faire des hauteurs, on peut faire des sauts et on peut avoir éventuellement des accélérateurs linéaires, des gyroscopes ou des transducteurs linéaires, qu'importe, on peut avoir du tendo, on peut avoir ça. Donc tout ça, c'est du matériel qui n'est pas si cher que ça, même Ok. si ça reste une certaine somme, mais c'est pas si cher que ça. Et on peut l'utiliser pour tout un tas de paramètres, tout un tas de bagages. Donc ça, c'est d'une part. Sur le terrain, c'est là que le terrain se distingue du laboratoire, c'est qu'on n'a pas tout à fait, en tout cas pas toujours, les moyens de distinguer le central du périphérique si on parlait de fatigabilité des performances. Dans le cadre du laboratoire, on aura les outils pour obtenir la distinction entre le central et le périphérique pour quantifier une certaine forme de proportion des Ok. deux marqueurs. Sur le terrain, on ne l'a pas forcément. Sur le terrain, une des manières dont on pourrait disposer pour mesurer éventuellement la part centrale, mais uniquement la part centrale, c'est essentiellement d'utiliser des transducteurs linéaires ou du tendo, entre autres, pour mesurer le taux de développement de la force. Et en général, sur les 50 à 100 premières millisecondes, on va considérer qu'une variation de ce taux de développement de la force est plutôt ou potentiellement une mesure dite centrale. Donc, dans les premiers temps, on pourrait éventuellement une variation de RTD ou de RFD, donc le Rate of Force Development ou Rate of Torque Development, donc le taux Ok. de développement de la force, serait plutôt une mesure de fatigue dite centrale, éventuellement, ou de variation centrale. Mais on aurait du mal à quantifier le périphérique, sauf via l'utilisation d'un outil qu'on appelle le MOXIE, qui cherche à quantifier la quantité d'oxygène qui sature ou désature au niveau des tissus périphériques. Mais il faut apprendre à l'utiliser. Et Hmm. pour le moment, notamment dans le cadre de la France, en tout cas francophone, je connais qu'une seule personne sur les réseaux sociaux qui sache vraiment l'utiliser parce qu'il l'a étudié longtemps. C'est Sean de Upside Strengths, qui a le podcast Upside Ouais. Strengths. Donc, si vous avez l'occasion de le suivre, il fait un très bon boulot. Et donc, c'est un des seuls qui l'utilise vraiment à fond dans tous les sens et qui fait des profilages d'athlètes comme ça. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je maîtrise assez mal cette partie, donc je vous renvoie plutôt vers Sean. Donc ça, c'est un outil de terrain et de laboratoire. On l'utilise dans les deux cas. Et Ok. ensuite, pour vraiment faire la part entre le périphérique avec des mesures qui soient vraiment reproductibles et dont on connaît tous les mécanismes derrière, entre autres, parce que ça fait vraiment beaucoup de mécanismes, mais globalement, on les connaît bien, et le périphérique, on utilisera essentiellement des neurostimulations. Donc, on te place dans certaines conditions avec des électrodes qui envoient du courant électrique au niveau du muscle. Ouais. Et en fonction des potentiels que j'enregistre en périphérie, je vais pouvoir dire que c'est plutôt périphérique, je vais pouvoir dire que c'est plutôt central. Donc, Ok. ça dépend de... Voilà, ça c'est essentiellement là que le terrain et le laboratoire se distinguent. C'est sur la précision de la mesure et des proportions, en tout cas de la quantification de la proportion entre le périphérique et le central dans le cadre de nos efforts. Et puis ensuite, toutes les échelles psychologiques, de toute façon, à partir du moment où on en trouve une forme de traduction en ligne, on se retrouve avec à peu près la même utilisation des échelles psychométriques pour obtenir l'état psychologique de l'individu. Donc ça, c'est assez commun entre le laboratoire et le terrain. D'accord. Ok. Bah ouais, ça fait pas mal de facteurs, mais je pense que t'as bien résumé. Et ça permet de comprendre que le laboratoire a toujours quand même a toujours un sens quand on cherche vraiment à avoir des données précises, notamment. Ouais. Donc, Ouais, ouais. donc ça, c'est intéressant, mais aussi ça montre aussi que, par exemple, en tant que préparateur, on peut faire, on va dire, de notre propre façon, enfin sur le terrain, faire suffisamment de choses pour avoir aussi des données suffisamment précises pour faire, on va dire, des choses assez optimales, quoi. Ouais. Alors oui, d'une certaine façon, mais conseil à mes collègues coachs et préparateurs physiques, se débrouiller seul ou tenter d'obtenir des données seul
c'est à double tranchant. Ouais. C'est-à-dire que on ne, j'en ferai une formation probablement cette année. J'espère que je ne fais pas la promesse dans le vide, mais normalement, je ferai cette année une formation sur justement les tests et comment on teste. Et c'est d'une importance capitale parce que j'ai déjà fait d'autres formations de certains collègues qui proposent tout un tas de tests. C'est très intéressant, sauf que ces tests n'ont jamais été validés. Hmm. Et c'est un peu le problème. C'est qu'on ne teste pas n'importe comment et on ne teste pas selon les procédures que l'on a envie de tester ou selon le bon sens commun. Il y a en réalité des règles méthodologiques relativement strictes et assez précises pour savoir si un test est valide, c'est-à-dire qu'il mesure bien ce qu'il mesure. Si j'utilise un 1RM, il mesure bien ce qu'il mesure, ce test, parce qu'il y a des lois de Newton qui viennent me garantir que la gravité est bien une force dite verticale, qu'il y a des forces de réaction, qu'il y a des forces de frottement, etc. Donc, il y a un appui théorique majeur et consensuel sur le sujet. Hmm. Et je sais aussi que la mesure est reproductible, c'est-à-dire que si je venais la faire passer plusieurs fois à un individu, ça me donnerait sensiblement la même valeur. Donc, il faut que les tests que l'on utilise soient reproductibles et il faut qu'ils soient valides. Et le problème, c'est que, bien entendu, sur le terrain, on n'a pas toujours accès à des tests qui le sont. Et c'est un peu le problème entre guillemets, du terrain, en tout cas pour certaines mesures, ou certains préparateurs physiques, c'est qu'ils veulent absolument tout tester sans jamais savoir si ce qu'ils testent est valide ou pas. Ouais. Et donc, conseil aux préparateurs physiques qui potentiellement pourraient nous écouter, dirigez-vous vers la recherche. La recherche scientifique, un de ces processus, c'est aussi de voir si ces tests sont valides ou pas. Donc, rapprochez-vous de ça, voyez si on a des données sur tel type de test et si ces tests sont valides ou pas. S'ils Ouais. ne sont pas valides, ne vous embêtez pas à les quantifier parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mesurer. Je pense notamment, par exemple, aux indices de fatigue que l'on utilise, par exemple, dans le cadre des répétitions de sprint ou des sports collectifs. Il y a un paquet de types de mesures d'indices de fatigue sur notamment du sprint linéaire ou des changements de direction qui ne sont pas valides, qui ne sont pas reproductibles. Autrement dit, il y a tellement de marge d'erreur que ça ne veut plus rien dire vis-à-vis de votre athlète Hmm. ou vis-à-vis de votre sportif ou de votre sportif. Donc, oui, on peut se débrouiller et essayer de faire la part des choses en tant que préparateur physique, mais il y a quand même une certaine forme de rigueur méthodologique à avoir quant à nos tests. Ouais, non mais je pense que c'est bien que tu aies fait l'avertissement en quelque sorte parce que bah c'est vrai que quand enfin en plus par exemple enfin des fois c'est dans la bonne intention mais des personnes qui veulent vraiment bien faire leur travail etc. Sont tout le temps amenées parfois à tester des choses tu vois un peu par optimisme pour faire des choses de top et tout et parfois un petit peu mettre de côté la partie théorique pour vraiment foncer dans la pratique tu vois donc Oui, ouais, ouais. je pense que c'est bien que tu aies fait un rappel là-dessus et justement là, donc on a parlé beaucoup de fatigue, d'où est-ce qu'elle venait, comment elle se Ouais. répartissait un peu selon les efforts. Et est-ce que maintenant tu pourrais nous donner un top 3 de tes astuces? J'aime bien les top 3 parce que c'est plus facile à Ok. retenir parce que quand on commence à rentrer vers 5 etc., les personnes commencent un peu à se perdre. Du Ouais. coup, un top 3 de tes astuces pour justement diminuer cette fatigue, bah, notamment chez les sportifs du coup. Ok. Je vais dire un truc bateau avant de donner trois astuces qui me viennent en tête. Bien entendu, la meilleure manière de gérer la fatigue dans le cadre de la musculation, entre autres, mais dans le cadre des efforts au sens Ouais. général du terme, c'est de gérer correctement la charge d'entraînement des individus dont on a la responsabilité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire partir d'une base qui potentiellement pourrait être issue de la littérature scientifique, proposer un programme, et ensuite il faut sans arrêt monitorer ou évaluer, si on veut utiliser un mot, on va dire, un petit peu plus français, euh, et évaluer certains marqueurs justement de fatigue que j'ai pu citer pour savoir si l'individu en fait trop ou pas assez. Hmm. Et donc, il va falloir trouver une forme de juste milieu. Alors, ce n'est pas un juste milieu pour l'ensemble des individus, c'est le juste milieu pour l'individu duquel tu t'occupes. Et donc, il aura toujours bien sûr des contraintes personnelles qui pourront faire varier ce juste milieu en fonction des périodes. Et donc, en fonction des marqueurs que l'on utilise, on peut très bien ajuster la charge d'entraînement ou le volume d'entraînement en fonction des évaluations.
Donc ça, c'est Hmm. bien entendu, ça c'est le b à bas, tout le monde le sait, mais il me semble que c'est quand même assez important de le rappeler. Ouais. Donc là, si je dois donner 3 astuces pour mitiger potentiellement la fatigue, je vais essayer de me concentrer sur le monde sportif que je connais mieux, c'est-à-dire la musculation, les efforts de musculation. Ouais. Euh, J'en ai 3 qui me viennent en tête. Le premier, c'est un préconditionnement. Un préconditionnement, c'est faire un effort préalable avant d'attaquer nos entraînements pour que le corps soit adapté à la gestion de certains paramètres de la fatigue. Je pense notamment aux courbatures, qui sont Mhm. des marqueurs de fatigue, entre autres, ou aux dommages, aux micro-lésions musculaires, ou aux dommages musculaires, comme on les appelle couramment. Et pour diminuer cette sensation de courbature, il y a un truc qui est assez simple, mais qui marche assez bien, et qui, pour le coup, a une littérature scientifique suffisamment étayée pour qu'on puisse avoir confiance dans les résultats, c'est de faire un préconditionnement isométrique. C'est-à-dire que on peut faire 1 à 2 séries de contractions isométriques maximales sur de grandes longueurs musculaires 2 jours avant un entraînement qui serait dit intense ou pour lequel on n'aurait pas l'habitude de gérer ce type d'effort. D'accord. Ça a dans la littérature scientifique, c'est une tendance à montrer que les courbatures sont moindres lorsqu'on fait ce type de préconditionnement par rapport à une situation où on ne ferait pas ce préconditionnement. Donc si on veut diminuer un petit peu l'impact des courbatures, on peut s'amuser à faire ça 2 jours avant, faire un tout petit volume de 5 à 10 contractions maximales en isométrie sur des grandes longueurs musculaires. Ça passe assez bien pour diminuer les courbatures, la perception de courbatures. Et 2 jours, c'est pas mal, hein. 2 jours avant, Juste deux enfin, ça jours. paraît Et ouais, beaucoup, justement. c'est pas pendant 2 jours, hein. C'est Oui, deux oui, jours oui. avant. C'est-à-dire tu fais une série de 2 jours avant. Ouais. Ok, Et ça suffit. Et ça d'accord. suffit très largement. Donc ça peut diminuer de moitié, hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas une astuce qui est à sous-estimer. Il y a une littérature assez intéressante sur le sujet. Ouais, non, Donc mais on quand je appelle ça disais, un effet protecteur. quand je disais 2 jours avant, c'est beaucoup, c'est dans le sens où, tu vois, je parle entre justement la série en question et entre la séance, tu vois. C'est que 2 jours entre les deux, Ouais. enfin, c'est Ouais. pas mal, quoi. Ah oui, oui, ouais, effectivement, oui, 48 heures avant. Ouais, le temps est assez long et pourtant on a quand même des effets. Ok. Donc c'est assez voilà, c'est assez intéressant. Bah oui. Là-dessus, c'est assez intéressant. La deuxième astuce, c'est d'utiliser des méthodes de redistribution des séries ou des clusters. Je m'explique. D'habitude, on fait, en tout cas de manière la plus courante, on pourrait faire sur un squat, par exemple, 3 fois 6, Hmm. bêtement, à une certaine charge donnée, donc à entre 70 et 80% de RM, par exemple. Eh bien, au lieu de faire 3 fois 6, on va faire 3 séries de 2 plus 2 plus 2. 2 répétitions plus 2 répétitions plus 2 répétitions. Et ces 2 répétitions sont espacées de 15 à 30 secondes, parfois un petit peu plus, de récupération. Et dans ce cadre-là, donc ça, c'est ce qu'on appelle un cluster, et ensuite une redistribution des séries, ça pourrait être 3 fois 6, ça fait 18 séries au total, 18 répétitions, pardon, au total. Hmm. Eh bien, on va redistribuer ces répétitions différemment. Et on va faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc. jusqu'à 18, en laissant 30 à 60 secondes de récupération entre ces 3 répétitions. Ok. Donc au final, ce type de méthode permet de faire le même volume d'entraînement, sauf qu'on ajoute dans ce même volume d'entraînement des temps de récupération supérieurs. Et ces petits temps et ces légers temps de récupération permettent en général d'obtenir des niveaux de fatigue moins importants en comparaison d'un entraînement dit traditionnel. Ok. Donc c'est plutôt cool parce que les adaptations sont les mêmes, essentiellement parce que le volume d'entraînement est le même, et la fatigue est moindre. Donc ça, Hmm. c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On peut se permettre d'être moins fatigué et d'avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est une astuce d'entraînement, entre guillemets, qui est assez facilement, que l'on peut mettre très très facilement en place. Et la dernière, qui aujourd'hui est assez connue, mais qui me semble suffisamment importante pour la citer, c'est la fameuse autorégulation, notamment de l'utilisation des répétitions de réserve. C'est-à-dire ne pas aller jusqu'à l'échec au cours de ces séries. C'est-à-dire si je fais toujours mon 3 x 6 en squat, conserver 1 à 5 répétitions de réserve. C'est-à-dire que je fais mes 6 répétitions, mais je sais que je suis dans la capacité de faire encore 1 à 5 répétitions
avant d'être complètement KO et donc d'aller à l'échec pendant ma série. En garder un peu sous le pied a une tendance à montrer, en tout cas pour la littérature scientifique actuellement disponible, les mêmes résultats sur l'hypertrophie et la force maximale, et une fatigue moindre également. Donc, en garder un peu sous le pied, en général, ce ne sont pas des mauvaises stratégies pour avoir les mêmes gains et mitiger la fatigue. Ok, et je pense que tu fais bien de parler de celui-là parce que même si on en entend beaucoup parler, il y a encore, notamment autour de la musculation, beaucoup de personnes qui disent qu'il faut aller à l'échec, toujours Ouais. plus loin, etc. Du coup, je pense que ça coûte rien de le rappeler, tu vois. Les fameux alphas. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, du coup, enfin, de toute façon, même si celui-là il est connu, je pense que on le dira jamais assez, quoi. Et que là, en Ouais, ouais, plus, ouais. d'autant plus que ça montre que ça a vraiment un bénéfique, quoi. Ouais. Mais, ceci dit, c'est pas parce que je donne ce conseil-là que il faut jamais aller à l'échec. De Hmm. temps en temps, aller à l'échec, ça peut avoir une certaine forme de motivation Ouais, chez l'individu, c'est-à-dire augmenter l'adhésion parce que l'individu duquel tu t'occupes aime ça, tout simplement. Il apprécie aller à l'échec, ça lui donne la sensation d'avoir vraiment fait un effort. Donc, tu vois, il y a ce genre de justification que l'on ouais. peut entendre dans le cadre du coaching. Mais il ne faudrait pas que ça soit extrêmement régulier. Hmm. Il faudrait que, éventuellement, on puisse dédier un exercice d'une séance, par exemple, à cet échec-là, pour garantir l'adhésion de l'individu, et surtout le reste, en garder sous le pied pour éviter que la fatigue soit trop importante au cours des séances. Ouais. Ouais, non, mais je pense que c'est important, oui, effectivement, le côté adhésion. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive qu'à certaines séances, volontairement, je fasse de l'échec, mais c'est principalement, on va dire, sur vraiment les exercices qui m'intéressent le plus, façon de parler. Ouais. Mais Mhm. que les exercices un peu plus accessoires, bah, je cherche pas à aller à l'échec parce qu'au final, même si je chercherais à aller à l'échec, ça n'aurait pas trop de sens pour moi, tu vois. Mhm. Donc, je pense que oui, c'est important de savoir un peu s'équilibrer là-dedans, quoi. Ouais, ouais, trouver les processus d'entraînement qui permettent de maximiser l'adhésion. Hmm. À partir du moment où il y a une forme d'adhésion à l'entraînement, qu'importe, je mets des guillemets sur qu'importe, la manière dont tu t'entraînes, ça aboutira à un résultat souhaitable. Ouais. Ça aboutira à une amélioration. Et donc, il y a certaines petites astuces dans le cadre du coaching que l'on peut utiliser pour essayer de maximiser cette fameuse adhésion. Ok, bah je sais pas si, même si je t'ai demandé un top 3 si tu avais peut-être, ou même par rapport aux autres questions, quelques remarques à donner ou un point à rajouter. Éventuellement, si, ben, éventuellement, c'est une question qui me paraît importante, même si elle a un lien avec, bien sûr, le sujet qu'on traite, mais souvent les gens confondent les causes de l'arrêt de l'effort et la fatigue neuromusculaire, et la fatigue tout court. Les causes de l'arrêt de l'effort demandent des investigations méthodologiques dans le cadre scientifique qui sont différentes de Ok, celles que l'on utilise pour quantifier la fatigue. En fait, la fatigue, telle qu'on l'utilise dans le cadre du sport, de la performance, vient dès le début de l'effort. C'est-à-dire que juste en te parlant, par exemple, ce sont des contractions musculaires au niveau de ma mâchoire, entre autres, il y a eu une fatigue qui s'est mise en place via la répétition de ces contractions. hmm, Il y a toujours des processus de compensation. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue est un processus qui s'installe dès le début des efforts, dès le début de nos épreuves physiques, dès le début de nos entraînements, etc. Là où les causes de l'arrêt de l'effort est une investigation scientifique qui cherche à comprendre pourquoi les individus, lorsqu'on leur demande d'aller à l'échec notamment, arrêtent l'effort. ouais, Qu'est-ce qui est la cause de cet arrêt? Et ce sont des investigations scientifiques différentes qui, en général, mettent assez peu en réalité en avant des processus physiologiques. Non pas qu'ils ne soient pas impliqués, mais ils n'ont pas une part de contribution majeure. Leur part est plutôt mineure. Et ce qui semble être le plus important dans les causes de l'arrêt de l'effort, c'est plutôt le principe de motivation ou de perception de l'effort. hmm, C'est plutôt ça. Mais ça, ce sont des questions méthodologiques différentes. On ne les approche pas de la même manière. Par exemple, il y a une étude qui n'est pas encore sortie, mais dont je sais qu'elle existe parce que je connais du monde dans le cadre des laboratoires à l'INSERM. ok, Et très rapidement, pour en donner des petits résultats, ils se sont mis dans un cadre aléatoire, dans le cadre d'une randomisation. Ils ont demandé à des individus de maintenir un certain pourcentage de force maximale
le plus longtemps possible et ils affichaient un chronomètre. Ouais. Une fois, ils n'affichaient pas le chronomètre, une fois, ils l'affichaient et le temps s'écoulait de manière tout à fait classique, Hmm. et l'autre fois, le temps a été ralenti sur le chronomètre. Ok. Donc techniquement, les individus ont passé plus de temps à faire un effort, et figure-toi ils ont passé plus de temps. C'est-à-dire que lorsqu'on ralentit le temps, les individus se calquent sur ce qu'ils voient en termes de secondes, et pas vraiment en termes de temps réel écoulé. Hmm. Donc c'est la perception de l'effort et la motivation et potentiellement obtenir un feedback sous les yeux semble être l'alpha et l'oméga, on va dire, de l'arrêt de l'effort et pas forcément certains paramètres physiologiques. Donc ça, c'est vraiment ce type d'étude est absolument essentiel et particulièrement élégante sur le plan méthodologique où on fait un peu, on perturbe, on biaise la réalité pour que les individus aient une perception du temps écoulé différente. Ouais, c'est vrai que Et ça c'est ça montre, intéressant. ouais. Bah, peut-être tu les as pas, enfin tu connais pas les résultats ou peut-être qu'ils sont pas encore dispo, mais justement entre le groupe des personnes où il y avait le chronomètre affiché et enfin temps normal on va dire et Mm. lui où il n'était pas affiché, est-ce que les personnes où c'était pas affiché avaient fait un meilleur temps que celles où c'était Mm. affiché ou pas? Non, c'est l'inverse. Ok, C'est l'inverse. En général, quand on a un feedback, on a une tendance à voir ses performances améliorées. d'accord. Ouais. Ok. D'ailleurs, l'utilisation des feedbacks fait partie des stratégies que l'on peut employer dans le cadre de nos entraînements pour améliorer les performances. On peut donner une sorte de seuil à l'individu qu'il tentera de dépasser. Donc, il y a un cadre motivationnel qui est assez intéressant avec les feedbacks, et ça a une tendance, notamment ce qu'on appelle des feedbacks externes, où ça a tendance à améliorer très largement les performances. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Avoir un feedback sous les yeux, ça a plutôt une tendance à améliorer les performances pour une bonne partie des individus. Pas tout le monde, bien entendu, mais une bonne partie. Ok, ouais, non, mais c'était intéressant, je pense que tu fait une petite aparté là-dessus. Je sais pas si tu avais peut-être un autre petit point à parler ou pas, ou si tu penses avoir fait le tour. Non, je pense que globalement, j'ai fait le tour. Potentiellement dire que les causes de la fatigue dans le cadre du sport sont pas ou peu connues. Hmm. On a bien des marqueurs potentiels qui peuvent expliquer pourquoi on fatigue ou en fait, qu'est-ce qui caractérise la fatigue, mais ça dépend du type d'effort. Par exemple, pour les intermittents type sport collectif, on ne sait pas trop. On Ouais. ne sait pas trop parce que pour le moment, les outils qui nous permettent d'avoir accès aux commandes motrices, aux facteurs périphériques, etc., ne sont pas ou très peu utilisés. Donc pour le moment, il y a certains paramètres ou il y a certains types d'efforts pour lesquels on ne sait pas trop pourquoi on fatigue. On observe qu'on fatigue, on sait à peu près où on fatigue, mais les causes réelles de cette fatigue sont assez mal connues et assez mal étudiées. Donc il va falloir laisser passer un peu de temps pour comprendre vraiment pourquoi on fatigue dans ce type d'effort. Ok. Ouais, non, mais bah, de toute façon, il y a toujours des choses qu'on sait pas, et c'est d'un sens Ah ouais. pour ça que c'est intéressant, tu vois. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Ok, bah écoute, bah si t'as fait le tour, de toute Ouais, façon, tout ce qui est tes réseaux, notamment tes formations, etc., je mettrai tous les liens ouais. en description pour, Yes, merci beaucoup. pour que les personnes puissent aller voir. Et puis, bah sinon, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir ce que propose Mathias, que ce soit sur les réseaux, sur son site pour les formations, etc. Et Ouais. puis on se dit à la prochaine. Ciao, Yes, à ciao. la prochaine. Merci encore. Pas de quoi.